Les pauvres sont des gens comme les autres, qui peuvent avoir un avis, une opinion, une dignité. Chaque personne peut avoir une place utile dans la société. Je sais pas ce qu'est la réussite, mais il se trouve que j'ai fait plein d'études et passé des concours. Quand j'ai été reçu à l'ENA, ce que m'a donné mon grand-père, c'est une partition de violoncelle injouable, en disant comme ça tu pourras voir que t'as quand même des limites. On vit dans un pays dans lequel, quand on a des parents diplômés de l'enseignement supérieur, on a 3 chances sur 4 d'être à son tour diplômé. Quand vos parents ne le sont pas, vous avez une chance sur 4. Moi, je suis malade de ce que l'hôpital soit malade. On est responsable d'un établissement où il y a 100 000 personnes qui travaillent, dont la grande majorité sont malheureux. Martin, tu as écrit une vingtaine de livres. Quel est ton processus d'écriture ? Bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir le haut fonctionnaire Martin Hirsch. Bonjour Martin, comment vas-tu ? Bonjour Frédéric, très bien. Très bien. On te connaît principalement comme directeur général de la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, que tu as dirigé pendant près de 10 ans jusqu'en 2022. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de ton CV. Tu as marqué de ton passage l'association Emmaüs France, dont tu as été le président pendant 5 ans. La lutte contre la pauvreté est l'un de tes grands combats. On te doit aussi le RSA, le revenu de solidarité active, la santé, la pauvreté, et puis on n'oublie pas la jeunesse. Tu as créé le service civique et présidé l'agence du service civique pendant 3 ans. Alors on tentera durant cet entretien de retrouver les racines de tous ces engagements. Ça tombe bien puisque c'est l'un des titres de tes livres. On va explorer tes pensées, ton mode de fonctionnement, mais aussi tes passions, celles de la montagne et de la musique. Et pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, retrouvez-nous sur lespionniers.tv où vous trouverez toutes les émissions, y compris celle-ci bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Martin, c'est parti, on commence par ton parcours. Martin Hirsch, tu es né à Suresnes en décembre 1963. Ton père et ton grand-père étaient résistants pendant la guerre. Comment est-ce que tu décrirais ton enfance et quel impact cette histoire de famille, cette histoire familiale a-t-elle eu sur ta construction ? J'ai eu une enfance heureuse et plutôt facile. J'ai eu une enfance dans les chantiers. Mon père était le bâtisseur d'une ville nouvelle. Et donc j'ai passé tous mes week-ends à visiter des chantiers. Avec des bottes et avec des bougies. Ouais, c'est un bon côté parce que le chantier, on voit que les choses sont en construction. Absolument. Et j'ai toujours pris cette image, tu me demandais ce que j'en avais tiré, en me disant une réforme, c'est comme un chantier. Il faut livrer quelque chose qui fonctionne. Il faut que les gens aient envie de l'habiter. Il faut coordonner différents métiers. Il faut avoir un plan. Il faut savoir prévoir l'inattendu si le plan ne fonctionne pas exactement. Donc, j'aurais rêvé d'être architecte d'ailleurs. J'ai une passion pour l'architecture, en sachant que je n'aurais pas été capable de dessiner des plans d'architecte. Mais je trouve que la construction des concepts et la construction des bâtiments ou des villes ou des quartiers, c'est un peu la même chose. Et puis, effectivement, cette antériorité, j'y suis strictement pour rien. Moi, je n'ai pas eu à résister. Mais de cette capacité, mon grand-père est parti pour l'Angleterre le 18 juin 1940. Mon père est rentré dans le maquis quand il avait 15 ans. Ça donne une certaine exigence. On a envie d'être à peu près digne de ce genre de comportement. Oui, ça donne aussi un sens de l'engagement face à l'adversité ou une volonté de suivre ses valeurs dans tous les cas. Ton père était directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, donc la raison pour laquelle tu as visité autant de chantiers durant ton enfance. Et ton grand-père était un commissaire général au plan, un organe qui s'appelle aujourd'hui France Stratégie, donc c'est quand même globalement une famille de bâtisseurs, parfois des bâtiments, parfois des stratégies. Donc tu es dans la directe ligne. Est-ce que cela a influencé ton rapport à la réussite ? Rapport à la réussite, je ne sais pas ce qu'est la réussite, mais le rapport au défi en tout cas. Il se trouve que j'ai fait plein d'études et passé des concours. Et
quand j'ai été reçu à l'un d'entre eux, à l'ENA, après avoir fait l'école normale et d'autres choses, ce que m'a donné mon grand-père, c'est une partition de violoncelle injouable, en me disant comme ça, tu pourras voir que tu as quand même des limites. Oui, d'accord. Donc trouver une manière de redevenir humble face à la difficulté. Voilà. Alors à 16 ans, tu découvres Freud. Tu lis Psychopathologie de la vie quotidienne et c'est le déclic. Tu dis que Freud a changé ta vie. Quel est l'éclairage si lumineux que Freud t'a apporté? J'ai découvert ce vaste continent de l'inconscient. D'abord, je pense que c'est les premiers livres non de littérature, quand j'étais passionné de romans. Et c'est la première fois que je rentrais dans une lecture conceptuelle. J'avais piqué ce bouquin dans l'étagère de mon frère, plus aîné. Et ensuite, j'ai déroulé cette manière d'aller chercher dans les méandres de l'inconscient des choses que je trouvais absolument fascinantes. Et ça m'a donné envie de comprendre comment fonctionnait le cerveau. D'où ton intérêt pour la médecine? D'où mon intérêt pour la médecine, je voulais être psychiatre, d'où mon intérêt pour la neurobiologie. J'étais dans un laboratoire de neurobiologie, et avec cette ambition que je trouve mon fantasme d'adolescent, c'est assez curieux, mais c'était réconcilier la psychiatrie, et la psychanalyse même, et la neurobiologie. Voir dans quel circuit neuronaux se cachait le complexe d'Oedipe, par exemple. D'accord, donc démonter les mécanismes du cerveau pour comprendre techniquement comment l'inconscient peut exister quelque part. Et réconcilier deux approches, en fait. Réconcilier une approche purement scientifique, c'est quoi les neurotransmetteurs, c'est quoi les signaux électriques dans le cerveau, et une approche plus philosophique et médicale. Et c'est quelque chose qui continue à me passionner. J'ai plein de copains qui font de la neurobiologie, j'en discute tout le temps. Il y a cette controverse qu'il y a eu il y a quelques années, des psychanalystes qui ont tenu à écarter toute science du diagnostic de l'autisme et de la compréhension des syndromes autistiques. Et donc la symbiose n'est pas encore faite, mais je trouve que c'est un secteur passionnant. C'est marrant, ça me rappelle, on avait sur ce plateau Étienne Klein il n'y a pas longtemps, qui lui faisait le rapprochement entre le temps de la physique et le temps en philosophie, et qui est toujours d'ailleurs une notion pas forcément résolue non plus. Ça m'étonne pas de lui, j'ai croisé sur un trottoir il y a 2 jours. Le monde est petit. Et donc effectivement, ce rapprochement de deux visions d'une même chose, ou en tout cas d'une même dénomination, ça peut être obsédant pour toute une vie. Et alors c'est fondamental parce que moi j'appelle ça voir la vie en stéréo et non pas en mono. Quand on prend les grandes problématiques, c'est la même. Il y a le même sujet. On parlait du revenu de solidarité active, on peut parler d'autres choses. Comment le voir d'un point de vue, j'allais dire macro, de politique publique, et comment le voir du point de vue des jeunes, du point de vue des utilisateurs, du point de vue des gens, et ne pas avoir un seul prisme pour lire le monde. Alors, tu fais 5 années de médecine. Tout ne te plaît pas dans la formation, notamment le côté par cœur, qui n'est pas ta tasse de thé, mais tu t'accroches, surtout qu'on t'explique qu'il y a un pont au bout de 5 ans pour aller à Normal Sup pour le meilleur de la promo. Le pont, c'était plus tôt. C'était avant. J'ai passé le concours de Normal au bout de la 2e année de médecine, et du coup j'ai fait en parallèle la suite de médecine et puis de la biologie. Et tu enchaînes donc avec l'école normale supérieure, où tu rentres en 83, tu poursuis des études de biologie jusqu'à une maîtrise de biochimie et un DEA de neurobiologie. Et enfin, tu rentres à l'ENA en 88, promotion Jean Monnet. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là, ou est-ce que tu étais encore en recherche? Pas du tout. Éventuellement directeur général de la PHP. Éventuellement. Ah bah tu vois, finalement. Non, c'était le seul poste que j'avais identifié, alors pour des raisons assez bizarroïde et sentimentale. Ma maman avait construit la première bibliothèque dans un hôpital. Et elle m'expliquait tous les problèmes qu'elle rencontrait, les médecins qui disaient mais non, cet endroit-là, il vaudrait mieux faire un bâtiment de recherche, les directeurs qui ne voulaient pas, les autres qui disaient qu'on ne voyait pas pourquoi on ferait une bibliothèque dans un hôpital.
Et quand ça coinçait, elle me disait, je vais voir le directeur général de la PHP. Et lui va comprendre. Donc j'avais 12 ans ou 10 ans. Et je m'étais dit, mais quel est ce personnage qui a tant de Qu'on va pouvoir voir comme Capitaine Flamme quand tout espoir est perdu. Et plus sérieusement, quand je me suis dit que je ne serais pas médecin, je n'avais pas envie. Donc on se forme à la médecine dans les hôpitaux. Et je m'étais dit que ça pouvait être ça, ce que je pouvais faire d'utile. Tu es également maître de conférence à cette époque, à l'IEP puis à l'ENA. Et tu as toujours fait, tu le dis toi-même, 15 000 trucs à la fois. Donc, et notamment en oscillant entre public et privé. Est-ce que justement pour construire tes projets, tu as cette notion que le public et le privé sont complémentaires, et comment tu fais pour orchestrer tout ça? Alors, oui, complémentaires. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a une chose que j'ai faite avec Emmanuel Faber, notamment. Et ça, on fait ça depuis 10 ans. Je vais raconter 2 minutes l'histoire. Je suis haut commissaire aux solidarités actives, je suis membre du gouvernement, je m'occupe de la pauvreté. Et Emmanuel Faber revient de Chine et du Bangladesh, où il s'était occupé de à la fois vendre des yaourts, mais de fabriquer avec Younous des yaourts pas chers, sursupplémentés en vitamines. Et il vient me voir en disant, j'aimerais bien faire des trucs sur la pauvreté en France. Et je lui dis, écoutez, il y a une chose que j'aimerais faire avec vous, si vous voulez faire quelque chose vraiment social, c'est on donne aujourd'hui avec le RSA 150 € à des mamans qui reprennent du travail à mi-temps. Et si elles veulent nourrir leur enfant avec vos laits maternisés, il faut qu'elles dépensent 75 € par mois pour de la poudre de lait, ce qui me paraît beaucoup. Et donc faisons un lait générique de la même qualité, mais moins cher pour les familles pauvres. Et on a comme ça, avec Danone, mis en place un programme qui aujourd'hui concerne 200 000 enfants. Et puis ensuite, on est allé voir, Emmanuel et moi, d'autres entreprises pour monter d'autres programmes. Ça s'appelle l'Action Tank. Et donc, on a travaillé avec Renault pour faire des voitures, avec Bouygues pour faire des logements, avec Orange pour faire des abonnements moins chers. Avec donc on a géré une dizaine de programmes. Et ces programmes ne fonctionnent que dans la synergie entre la puissance publique et les entreprises. Mais une synergie qui est saine. Par exemple, pour que le programme d'alimentation infantile atteigne 200 000 enfants, on a stagné à 10 000 pendant quelques années. Les caisses d'allocation familiale envoient un mail à chaque maman. Et c'est ce qui nous a fait passer de 20 000 à 200 000 en 18 mois. En 97, tu es repéré par Bernard Kouchner. Tu deviens son directeur de cabinet jusqu'en 99. Et parallèlement, tu es aussi conseiller au cabinet de Martine Aubry. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Tu dois retirer une chose. Je retiens une chose hyper simple. C'est le jour où Bernard Kouchner va à un des premiers sommets sur le sida. Donc je suis son directeur de cabinet depuis quelques mois. Je lui fais un discours qu'il juge insipide et qu'il me renvoie en disant c'est nul. Il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est les malades sont au sud, les médicaments sont au nord. Nous allons créer un fonds de solidarité thérapeutique. Je dis mais c'est impossible. T'as vu tes 15 pages révisées plus court. Ah oui, je lui ai dit mais ça n'a pas été arbitré, etc. Il me dit le ministre c'est moi et je dirai ce que je veux. Et ça a été la naissance du Fonds mondial SIDA qui aujourd'hui a changé la face du monde. Alors justement, ce Bernard Kouchner a une question pour toi à te poser. Je crains le pire. On l'écoute, tu vas voir. Martin, peux-tu nous dire pourquoi tu n'as pas achevé tes études de médecine? As-tu été déçu par la fréquentation des médecins de l'hôpital ou as-tu reculé devant le record des études accomplies, faisant de toi un des plus gradés de la France? Peux-tu nous dire pourquoi tu n'as pas achevé ces études? Et je répondrai au docteur Kouchner que c'est plutôt parce que j'avais une trop haute opinion de la médecine et j'avais peur d'être un mauvais médecin. Mais au-delà de l'anecdote, je fais partie de ceux qui ont fait des études de médecine et qui n'ont pas exercé la médecine. Alors moi, je ne suis pas allé jusqu'au diplôme, mais j'ai passé quand même pas mal de temps sur les bancs. Et aujourd'hui, on manque de médecins et on continue à réguler l'accès aux études de médecine.
Euh, je pense que... et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des études de médecine et qui ne resteront pas médecins dans leur vie, toute leur vie. Et quand on regarde, on a calculé le nombre d'étudiants en médecine qu'on a acceptés en fonction de l'idée qu'ils seraient pendant 40 ans médecins à plein temps, ce qui n'est pas le cas. Donc je suis vraiment farouchement partisan de ce qu'on permette à beaucoup plus de monde de faire des études de médecine, quitte à ce qu'il se fasse autre chose dans la vie. Il y a des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs et qui font autre chose dans la vie, par exemple. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs vies professionnelles. Mais j'ai adoré ce que j'ai appris en médecine, à la fois les rudiments pour comprendre comment fonctionnent les maladies, et à la fois les rapports. La chose inestimable des études de médecine, c'est qu'on passe la moitié de son temps au lit du malade à faire des observations et à rencontrer du coup des malades qui ne viennent pas du même milieu social que vous. C'est une expérience fabuleuse. Expérience fabuleuse, c'est l'heure pour nous de plonger justement dans le monde de tes passions, Martin. Une de tes passions, Martin Hirsch, c'est celle de la jeunesse. Là aussi, peut-être que la racine de cet engagement est familiale. Ton arrière-arrière-grand-père, Félix Pécaud, est un des pionniers de l'école publique et laïque en France. On est bien renseigné. À partir de quel moment est-ce que tu as ressenti... Pardon ? Non, j'ai même été appelé par le maire du village dans lequel il est enterré il y a quelques mois, parce qu'il trouvait que la tombe... Il est mort en 1898, que la tombe était en mauvais état. Et donc, et comme c'était l'homme le plus célèbre de ce village, Sals-Montgiscard, on a refait la tombe et une petite cérémonie laïque pour rendre hommage à ces combats de la fin du 19e, et notamment à un engagement très précoce pour Dreyfus. Et c'est sur sa tombe que le futur prix Nobel de la paix, Ferdinand Buisson, est allé dire « Je serai Dreyfusard aussi ». Eh bien, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de t'engager pour la jeunesse ? Ou c'est autre chose ? Ce qui m'a donné envie de m'engager pour la jeunesse, c'est de fréquenter des jeunes et de les voir confrontés à des problèmes que je trouvais anormal qu'on ne résolve pas. Des jeunes qui envoyaient des candidatures pour faire des stages ou être pris en alternance et auxquels personne ne répondait. Des jeunes qui voulaient s'engager et pour lesquels il n'y avait aucun moyen de s'engager. Donc c'est la fréquentation de ces jeunes et la prise de conscience ou la conscience que moi j'ai été l'archétype de l'inégalité des chances. J'avais des parents qui m'avaient fait travailler, qui m'avaient ouvert des portes, etc. Et donc que j'avais réussi à faire des tas de choses grâce à cela, et qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient autant de talent que moi et qui n'avaient pas cette chance-là. Pour renforcer la cohésion nationale et favoriser la mixité sociale, tu as créé en 2010 le service civique, qui offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général. Comment te sont venues l'idée et la volonté d'introduire ce concept de service civique en France ? Très simple. Je fais des conférences pour expliquer ce qu'est la galaxie Emmaüs, ce qu'on fait dans une communauté, comment on fait retravailler des gens qui étaient à la rue. Et après les conférences, il y a des jeunes qui viennent me voir en disant « J'aimerais passer un an dans Emmaüs, m'arrêter pour passer un an ». Et je leur dis « Je ne vous conseille pas, parce que dans le système actuel, vous allez perdre vos chances de trouver du travail, vous allez interrompre vos études, vous ne serez pas reconnu, etc. Revenez me voir quand vous serez à la retraite ». Et en disant ça, je me suis dit que j'étais quand même complètement débile, quoi. Qu'il y avait un truc cassé. Et donc, il fallait donner un cadre de reconnaissance à leur engagement. Et d'où l'idée du service civique, que d'autres avaient porté avant moi d'ailleurs. Il y avait des embryons de quelque chose. Et on a pu faire une loi qui a été votée quasiment à l'unanimité. Et aujourd'hui, il y a 100 000 jeunes par an, qui s'engagent pour 6 mois, 1 an, dans un hôpital. C'est fabuleux parce que ça amène justement un sens de l'aide, tout simplement, du bien commun, aussi du service. Oui, et puis là-dedans, il y a des jeunes qui entendent un mot magique pour la première fois de leur vie. Merci. Merci. Eh oui. Le mot merci. Voilà. Ouais, et l'addiction au merci est une très bonne addiction.
Un fil rouge de ta carrière, Martin, c'est la santé. Tu as été administrateur de la PHP en 95, directeur de cabinet du secrétaire d'État à la santé en 97, entre autres, et puis surtout, évidemment, tu as dirigé la PHP de 2013 à 2022. Un temps record, d'ailleurs, à la tête de cet établissement, qui est le plus grand CHU de France, avec 38 hôpitaux, 800 services et 100 000 salariés. On se rend compte un petit peu de la dimension. C'est la difficulté et la responsabilité ultime d'être DG de la PHP. Je ne sais pas si elle est ultime, mais c'est une très belle tâche, très belle fonction, très belle. C'est un environnement extraordinaire. Moi, je suis malade de ce que l'hôpital soit malade. On est responsable d'un établissement où il y a 100 000 personnes qui travaillent, dont la grande majorité sont malheureux. Parce qu'on a construit le cadre hospitalier au siècle dernier, qui n'est plus adapté à ce qu'il est. On le gère comme une administration, alors que ça n'est pas une administration. Les statuts font que les carrières dépendent de caractéristiques qui n'ont rien à voir avec les capacités des hommes et des femmes. Voilà. Donc je rêve qu'on rénove ce cadre, qu'on l'assouplisse, j'ai fait quelque chose, par exemple, qui ne s'était jamais fait, de nommer une numéro 2 qui était médecin. Alors que jusqu'à présent, il y avait d'un côté les administratifs et de l'autre les médecins. Oui. Et les médecins n'étaient pas très heureux d'ailleurs que je nomme l'une des leurs. Parce que le jeu de rôle qui consistait à dire nous les médecins, nous sauvons des vies et nous nous faisons emmerder par des administratifs, finalement arrangeait tout le monde. Et donc casser ce jeu de rôle était un peu perturbant pour eux. Mais maintenant, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Bon, et donc quand tu es parti, tu as fait une grande lettre en expliquant les raisons de ton départ et puis tout ce que tu pensais qu'il fallait changer, qui était publié en tribune dans les Échos. Donc merci pour ça, c'est une sorte de feuille de route peut-être à suivre. Je ne sais pas combien de décennies il nous faudra pour la digérer. Je pense qu'il faut aller assez vite là. Oui, il faut pas traîner. faut pas traîner. En tant que directeur de la PHP, tu as traversé Quelques crises, et notamment la pandémie en 2020, dont tu as écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'énigme du nénuphar. Plein d'histoires racontées en plus à chaud dans ce livre incroyable, puisque tu l'as écrit quelques mois après le début de la pandémie pour expliquer ce qui se passait à la PHP et dans tous les hôpitaux. En quelques mots, pourquoi nénuphar ? Juste pour le titre et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour expliquer ce qu'est une croissance exponentielle. Donc l'histoire du nénuphar, elle m'est racontée début mars par un épidémiologiste qui me dit vous avez fait tous vos modèles comme si ça allait croître linéairement et qu'on aurait à la fin peut-être 400 patients en réanimation. Mais en fait, c'est exponentiel comme un nénuphar qui double tous les jours, qui met 20 jours pour faire la moitié d'un étang et qui ne mettra pas 40 jours pour faire la deuxième moitié, mais un jour de plus. Et donc là, c'est pareil. Donc si vous avez 1000 patients, vous en aurez 2000, puis 4000, puis 8000, puis 16 000, donc beaucoup plus que vous ne pensez. Voilà, le nénuphar pour expliquer l'exponentiel. Il est temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour découvrir les autres passions de Martin Hirsch. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec le haut fonctionnaire Martin Hirsch. On va parler de ta passion pour l'écriture, Martin. Tu as écrit une vingtaine de livres, rien que ça. Quel est ton processus d'écriture ? Désordonné comme dans ma vie. C'est fou parce que quand on regarde justement ta vie et les accomplissements, on se dit pas que ce qui a généré ces accomplissements, c'est le désordre, mais il y a bien un moment où tu ordonnes tout ça. Dans la douleur. Après. Dans la douleur. Mais donc j'adore écrire parce que ça permet de mettre les idées en place. C'est un processus d'apprentissage, d'éclaircir. Donc quand je comprends pas quelque chose, j'ai envie d'écrire. C'est pour toi aussi que tu le fais. C'est-à-dire que ça te permet de comprendre des choses ou ça te force à aller étudier des sujets ? Oui, c'est ça. Ça me force à comprendre et effectivement à éclaircir. Mais j'écris au kilomètre. Je ne sais pas faire un plan. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui commencent par avoir un plan super structuré puis qui vont remplir le plan. Moi, c'est l'inverse. Je pars, ça part dans tous les sens, je répète 3 fois, etc. Et puis ensuite,
la douleur et de faire quelque chose qui soit lisible. Mais donc je compte mes signes, c'est complètement absurde. Mais mais si t'as pas fini ton histoire, tu t'arrêtes? non, Quand t'es au bout de tes signes. mais alors parfois j'ai 3 fins, j'ai 4 débuts, 3 fins, 12 milieux. Ah oui, t'as déjà pensé à faire etc. plusieurs livres comme ça avec on choisit sa fin? Non, mais oui, j'aurais adoré faire ça. Oui. Ah oui, à la page 132. J'ai fait souvent aiguiller. 2 fins différentes, par exemple, dans des livres. Oui. Ah oui, Ouais. et donc on choisit, quand on arrive justement à la page 132, on continue à la page 186 ou à la page 212? Alors j'en ai fait un où l'une des fins, c'était ce qu'un président de la République ferait de ce que j'avais proposé. Et puis il y avait une autre fin, que je ne sais plus de quoi il s'agissait. Et cette fin-là, je l'ai envoyée pas par fax, mais par mail à un président de la République qui m'a dit c'est pas bête, tiens, viens me voir. C'était François Hollande, et c'est comme ça qu'on a créé un programme qui s'appelle La France s'engage, qui était une des fins d'un de mes bouquins, par exemple. Ah, voilà, l'écriture et le chaos mènent à tout, et à des beaux programmes. Ta matière de prédilection, c'est le sujet politique et sociétal. Tu as beaucoup écrit sur le chômage et la pauvreté, par exemple. Pas vraiment les romans, à part une fois. Alors, dans quel exercice te sens le plus à l'aise? Mais moi, je me sens à l'aise dans les choses un peu hybrides. Quoi. Je ne saurais pas faire Un peu des... concrète. Oui, où on mêle de sa propre expérience, où on taquine les concepts, où on décrit des choses, et où on essaie de comprendre. Moi, un livre sur la pauvreté, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Cela devient cher d'être pauvre », où j'ai essayé de décortiquer les mécanismes qui font que les pauvres payent souvent plus cher que les autres. Notamment les contrats d'assurance sont faits pour un certain profil de ménage, et les pauvres du coup sont obligés de s'assurer pour des choses des risques qu'ils ne courront pas, etc. Et ensuite ça donne des idées. Là aussi, ça devient cher d'être pauvre, nourrit des programmes de l'Action Tank. Donc le livre est une manière d'aller chercher quelque chose sans risque. C'est juste de prendre du temps à écrire, puis ensuite se dire mais là-dedans il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en pratique. Un livre très personnel que tu as écrit s'appelle La lettre perdue, paru en 2012, où tu décris en quelque sorte les racines de ton engagement. Quelle est l'histoire de cette lettre perdue? Ça, c'est la lettre que mon père m'a écrite quand j'étais reçu à l'ENA. Non pas pour me féliciter, mais pour me mettre en garde contre les courbettes qu'on me ferait, les portes comme le jour où il a voulu te rappeler que tout était dur et qu'il ne fallait pas croire que tu étais arrivé en te donnant une partition trop dure en violoncelle. Et il se trouve que c'est la dernière lettre que m'a écrite mon père, parce qu'il est mort quelques mois après. Et donc cette lettre, je l'ai gardée sur moi comme un viatique, comme quelque chose qui était une ligne de conduite. Et puis je l'ai perdue dans la nuit où j'ai démissionné du gouvernement. Et donc j'ai voulu la reconstituer et du coup essayer de comprendre ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Quel type de rencontre, à qui on doit quelque chose, à des gens qu'on a rencontrés, à des livres qu'on a lus, à des musiques qu'on a entendues, à des rencontres qu'on a faites, à des voyages qu'on a réalisés, à toute une série de choses qui vous forgent et auxquelles on doit beaucoup. Et donc j'ai essayé de rendre, certains avaient disparu, été oubliés, rendre la part que je leur devais. Une très belle manière justement de à la fois rendre hommage aux valeurs qui t'ont été passées, mais aussi de voir comment se comporter sur les générations futures. Ouais. On va parler maintenant de ton amour pour la musique. Tu joues du violoncelle depuis le plus jeune âge. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as développé cette passion-là, et qu'est-ce que t'apporte la musique au juste de manière Alors ça vient de tout petit, ça vient vraiment de tout petit. Là aussi, c'est une passion héritée, si je puis dire. Donc là, j'ai pas eu cette découverte. J'ai été baigné dedans, à aller à des concerts, à entendre des 33 tours, c'était les trucs ronds noirs. Les trucs noirs tout fins. Et avoir des instruments de musique. Mais ça développe plein de choses. D'abord, ça contribue aussi à développer l'humilité.
quand on ne joue pas très bien, ce qui est mon cas, mais quand on adore cela. Oui, parce que la boucle de rétroaction, elle est immédiate en musique. C'est-à-dire que si c'est faux, c'est faux. Mais par Ça exemple, s'entend tout de on suite. m'a fortement déconseillé le violon en disant que quand c'est faux au violon, c'est quand même beaucoup plus gênant pour les voisins Ouais. que le violoncelle. Ah bon? C'est moins faux au violoncelle. Il n'y a pas de barrette pourtant. C'est pas Oui. comme les guitares. Oui, mais c'est plus grave, c'est moins agressif. Comme D'accord, les fausses notes si je puis sont dire. moins insupportables dans le grave. D'accord. Et comme j'avais pas l'oreille absolue, j'ai été tout de suite tenté par le violoncelle. Et puis la musique, c'est quelque chose qu'on peut faire en groupe. On peut faire de la musique de chambre. Quand j'étais à l'école normale, je faisais de la musique de chambre dans le bureau du directeur, qui était un autodidacte du violon, et qui avait retrouvé quelques élèves en leur disant venez jouer avec moi. Et donc on faisait du sextuor ensemble. Tu t'évades aussi grâce à la montagne. Tu fais de la grimpe. Tu es du genre à prendre des risques. Quel type de grimpe tu fais? Non, alors je prenais des risques quand j'étais jeune et maintenant je ne prends plus de risques, mais je fais toujours beaucoup de montagne avec un copain guide dont je suis le plus ancien client. On a commencé quand on avait chacun 23 ou 24 ans à grimper ensemble. Alors là aussi, c'est la récompense de l'effort. Et alors ce que j'adore dans la montagne, c'est très paradoxal. Quand je fais une course de montagne, je me dis c'est la dernière fois. C'est quand même pénible de monter, de marcher, de faire des efforts, d'avoir froid, etc. Mais c'est agréable quand ça s'arrête. Et le moment où on pose le sac au retour, on se dit mais quelle est la prochaine? Voilà. Et j'adore cette idée de l'envie générée par l'effort et un peu de douleur et par la beauté, bien sûr. Merci Martin de nous avoir partagé tes passions. Il est temps pour nous de prendre un peu de recul. C'est l'instant philo. Un peu de philo maintenant et on va parler d'engagement. Alors c'est pas un sujet qui t'est étranger, bien au contraire, justement. Qu'est-ce qui déclenche le besoin d'agir? De quoi se nourrit le refus de l'indifférence? Tu t'es posé toutes ces questions et tu es remonté aux racines les plus intimes de ton engagement dans le livre La lettre perdue. Dans ce livre, tu prends appui sur des événements qui ont marqué ta vie. Tu peux nous parler de ces événements, justement? Oui, alors il y en a un certain nombre, mais j'ai été très frappé, par exemple, étudiant en médecine, face à un malade qui, au lieu de me poser des questions médicales, me demande quand il sera remboursé pour la radio qu'il a faite avant d'être hospitalisé. Et moi, je ne sais pas répondre à cette question. Et il me dit, et je revois encore cette chambre de l'hôpital Cochin où j'étais avec ma blouse blanche. Là, mon col est mal mis, mais les étudiants en médecine mettent le col comme ça pour faire croire qu'ils sont internes, etc. Donc j'avais mis mon col comme ça. Et ton stéthoscope. Et quand je lui ai dit, écoutez, vous serez remboursé peut-être dans 3 jours, dans 3 semaines, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est pas pareil. Si c'est dans 3 jours, je mange. Si c'est dans 3 semaines, je ne pourrai pas manger. Et j'ai compris ce qu'était la sécurité sociale de cette manière-là. Ce que ça voulait dire comme assurance, comme protection pour des gens pour lesquels une dépense d'une radiographie pouvait déstabiliser leur budget. Donc c'est ce type de moment qui se grave comme dans un micro-sillon, mais qui se grave, et on se dit, mais voilà, ça c'est des conquêtes précieuses. Et tu y reviens à ces moments-là, parfois quand tu cherches la motivation ou Oui, alors j'ai passé beaucoup d'années, par exemple, d'abord à dire aux fonctionnaires qu'il était inadmissible qu'ils puissent être fonctionnaires sans être au contact des populations pour lesquelles ils travaillaient, qu'on ne pouvait pas être chef du bureau des prestations familiales si on n'allait pas dans des caisses d'allocation familiale, qu'on ne pouvait pas être directeur d'hôpital si on ne passait pas au moins 3 fois par semaine dans les services à discuter avec les malades et discuter avec les infirmières. Et moi, j'ai pratiqué ça en passant 1 semaine par an à aller livrer les repas dans un centre social ou 1 semaine dans les bidonvilles de Dhaka au Bangladesh, ou etc. À Roubaix, là aussi dans une association, quoi, à se dire qu'il n'est pas possible de ne pas prendre un temps de son année pour faire cela, et que c'est pas le stage ouvrier qu'on a éventuellement fait quand on avait 19 ans
qui Oui, sert qui pour les remplace cette 50 ans qui viennent. expérience-là. Ouais. Tu es élu président d'Emmaüs France en 2002. Comment est-ce qu'on peut expliciter les valeurs d'un combat contre la pauvreté? Ah, c'est assez simple. En fait, c'est d'abord de considérer que les pauvres sont des gens comme les autres, euh, qui peuvent avoir un avis, une opinion, une dignité, etc. Et que chaque personne peut avoir une place utile dans la société. Moi, c'est ça ce qui m'avait conquis quand j'avais vu les premières communautés Emmaüs, c'est que des personnes qui étaient considérées comme inutilisables par la société redonnaient de la valeur à des vieux meubles, à des vieux objets, vivaient de leur travail. Et j'ai trouvé ça fabuleux, et je continue à trouver ça fabuleux. Et non pas à se dire que la société, ceux qui produisent et qui vont nourrir celles et ceux qui vivront de la charité, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Alors ça me rappelle cette citation formidable qui m'accompagne au quotidien de Galilée, qui est, je crois, pour moi la plus belle citation que je connaisse, qui dit Galilée qui dit je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'avait rien à m'apprendre. Exactement. Alors je ne connaissais pas ça vu par Galilée, et moi je le dis beaucoup moins joliment, mais je dis on prend 2 personnes au hasard parmi les 8 milliards, l'une saura des choses que l'autre ne sait pas et réciproquement. Et donc moi ça j'ai trouvé ça au Bangladesh, on va dans un petit village, on sait faire des lois, on sait faire des tas de choses, mais on ne sait pas faire le même mur qu'ils savent faire. Chez Emmaüs, le compagnon qui a passé 20 ans à la rue, il sait mettre un prix sur un bibelot dans une salle des ventes, ce que moi je ne savais pas faire, ou savoir comment organiser un camion, ce que je ne sais pas faire, pour savoir comment on met les objets dans le camion. Et moi je savais faire le statut des compagnons d'Emmaüs. Martin, tu es le père de la loi sur le RSA, le revenu de solidarité active, adoptée fin novembre 2008 au Parlement. Pourquoi est-ce que le RSA était une solution à la précarité en France ? Alors, ça faisait partie des solutions. Avant le RSA, on pouvait reprendre du travail et perdre de l'argent, ce qui est absurde. Je connais personne qui a envie de s'appauvrir en travaillant. Depuis, et on peut le voir, il y a des courbes qui le montrent, chaque heure de travail supplémentaire déclenche un peu plus d'argent. Et donc on a remis de l'ordre dans un système. C'était drôle parce que la symétrie, c'était l'époque où on défendait le bouclier fiscal pour que les plus riches ne se retrouvent pas à ce que le dernier million gagné soit complètement confisqué par le fisc, mais on ne se choquait pas que le premier euro gagné par quelqu'un qui avait 500 euros de revenus soit lui confisqué à 100%. Et donc c'est pour ça que c'était absolument fondamental. Je crois au travail, je crois à la valeur travail, je crois au travail à partir du moment où les exigences du travail sont adaptées aux personnes, et donc on ne demande pas quelque chose d'impossible à quelqu'un qui n'a pas de qualification, mais qu'on lui permet d'en vivre, quitte à rajouter un peu de solidarité, parce que si je prends l'économie française, elle a détruit tous les emplois à faible productivité pendant les 30 Glorieuses. Et donc à considérer que ceux qui avaient des productivités faibles, ils pouvaient relever de l'aide sociale, mais ils ne pouvaient pas intégrer le monde du travail. Et donc je pense qu'on a contribué à réintroduire le fait qu'on pouvait vivre dignement avec un emploi à faible productivité. Puis ensuite, il faut de la formation pour avoir une productivité élevée. Alors, il y a eu des évolutions récemment. Tu trouves que ça évolue bien comment tu les perçois Alors, c'est ambigu. C'est ambigu parce que le paradoxe, quand on a fait le RSA en 2008, on avait imposé que les allocataires du RSA s'inscrivent à Pôle emploi et soient soumis aux mêmes obligations que les demandeurs d'emploi. Ce qui n'a pas été suivi des faits, parce qu'à l'époque, on avait peur que ça augmente les statistiques du chômage, que ça, etc. Et donc, on les a laissés un peu marginalisés. On a aujourd'hui réintroduit l'idée de 15 heures obligatoires d'activité, qui peut être la pire et la meilleure des choses. Ça peut être la pire des choses si, en fait, on se concentre sur occuper des gens pendant 15 heures, plutôt que... Les personnes au RSA aspirent à un travail normal. Ils aspirent, quand on leur demande ce qu'ils veulent de l'argent et du travail. Ils ne veulent pas une occupation et de la charité. Alors, il y a toujours des gens qui peuvent se complaire dans l'aide. Ils sont marginaux. Ils sont marginaux. C'est d'ailleurs important de le rappeler parce que parfois, on stigmatise sur des profils qui potentiellement pourraient ne pas vouloir travailler, mais en fait, c'est une très faible minorité. Et en général, ce n'est pas le profil des allocataires du RSA. Il y a
qu'on a en tête. Il y a des gens qui profitent quel que soit l'endroit où ils sont. Exactement. Qu'ils soient au RSA, qu'ils soient dans n'importe quelle situation. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu moi, ça me met en roupette un pays qui peut à la fois avoir un taux de chômage élevé et des pénuries de main-d'œuvre. Voilà. Et qui n'est pas capable d'adapter le travail et les conditions de salaire à des personnes dont on a besoin pour toute une série de métiers. Merci Martin, c'est le moment pour nous de passer à ton actu. Ouais. Ton actualité, c'est le prochain campus de l'engagement qui va se tenir du 10 au 14 février prochain. L'Institut de l'engagement, c'est une association créée en 2012 à ton initiative qui repère des jeunes qui se sont engagés dans une mission au service de l'intérêt général et qui les accompagne dans leurs projets d'avenir. Cet institut, c'est la continuité de ton travail à l'Agence du service civique ? Oui, absolument. On découvre que les jeunes qui font leur service civique se révèlent pendant leur mission de service civique, indépendamment de ce qu'ils ont fait auparavant. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir raté 3 fois leur CAP, avoir erré dans une banlieue, être capable de prendre des initiatives, de travailler, etc. Et le service civique, en leur disant merci pour la première fois, en leur confiant des responsabilités, les révèle. Et en France, on a un système qui renvoie à case départ quelqu'un qui s'est révélé. Et donc, on a fait engagement sup, comme on ferait Matsup. Et donc, je suis allé prendre mon bâton de pèlerin, voir 150 grandes écoles et universités, en leur disant, si je vous sélectionne des jeunes, non pas sur les critères dont vous avez l'habitude, mais sur leur capacité d'initiative, sur leur engagement, est-ce que vous voulez bien leur faire une place ? Et donc, l'Institut de l'engagement est la seule école où on passe un concours et on peut rentrer soit à HEC, soit à l'école du travail social, soit à Sciences Po, soit à l'EM Lyon, soit dans une école d'art. Alors ensuite, on négocie avec chaque école que le profil convienne, mais on fait cela. Et au campus de l'engagement, on les confronte. Là, début février, on aura par exemple une table ronde avec Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet, le Sénat, l'Assemblée nationale ensemble. Mais alors justement, c'est une association qui agit dans ce domaine-là, donc c'est pas l'État, enfin indirectement puisque c'est une association d'intérêt général, j'imagine. Oui. Donc il y a des abattements fiscaux. Oui. Mais est-ce que ça a vocation à devenir un programme d'État ? Pourquoi pas ? Oui, je pense que ce qu'on fait est clairement une mission de service public. On vit dans un pays dans lequel, quand on a des parents diplômés de l'enseignement supérieur, on a 3 chances sur 4 d'être à son tour diplômé. Quand vos parents ne le sont pas, vous avez une chance sur 4. Nous, nos lauréats ne sont pas issus en grande majorité de parents diplômés de l'enseignement supérieur. Et donc, si on veut donner un terme concret à l'égalité des chances, je pense que notre expérience qui marche sur 700 jeunes, on peut la faire marcher sur 7000 jeunes. C'est le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Oui, crains le pire. Oh non, tu vas voir, ça va bien se passer. Le Quizella, c'est un jeu très simple. Je te pose des questions assez rapidement et tu dois y répondre également rapidement, quelques mots ou quelques phrases. Ça va vite, tu es prêt ? Oui. C'est parti. La première mesure que tu prendrais si tu étais ministre de la Santé ? Tu vois, c'est des questions légères, hein. C'est simple. Je pense pas que je prenne... allez, hop. Je fusionnerai l'assurance maladie et les mutuelles pour avoir un système qui soit plus simple et dans lequel il n'y ait pas 2 fois 6 milliards de gestion des feuilles de sécu. George Clooney dans Urgence ou Hugh Laurie dans Dr House ? Ah, George Clooney, sans aucun doute, tout de suite. Hésitation. Pédiatre. En tant que violoncelliste, Pablo Casals ou Yo-Yo Ma ? Pablo Casals. Zola ou Balzac ? Zola. Alpes ou Pyrénées ? Alpes. Ta potion magique à toi, qui te donne la pêche ? Les Nicorettes. Les Nicorettes. Ta kryptonite à toi, qui t'affaiblit, tu sais, comme Superman. Ce qui m'affaiblit ? Ouais, qu'est-ce qui t'affaiblit ? Ce qui m'affaiblit, le désordre. Le désordre. Et donc, c'est parce que ça t'affaiblit que justement, du désordre naît la structuration, exactement. Les livres, les projets, la création. Toute la vie de Martin Hirsch. Est-ce que tu as une habitude que tout le monde devrait avoir selon toi ? Est-ce que j'ai une habitude que tout le monde devrait avoir ? Lire des journaux très différents.
Ah, voilà, varier sa source d'information. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez l'humain ? L'imprévisibilité. Qu'est-ce qui te gonfle le plus chez l'humain ? L'égoïsme. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui ? Qu'on reste en démocratie pendant très longtemps. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi ? Prendre des risques. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine personne qui viendra dans cette émission, Les Pionniers ? Ça va très bien se passer. Ça va bien se passer. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient Les Pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, que souhaiterais-tu leur dire ? Qu'ils ne délèguent pas leur pouvoir, mais que on a les dirigeants qu'on mérite, le système qu'on veut et qu'on a plus de pouvoir qu'on ne pense. Merci Martin de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur cette superbe musique que tu as sélectionnée à la 6e suite de Bach par Pablo Casals justement. Merci. Alors pourquoi tu l'as choisi ? C'est hyper dur à jouer, mais c'est merveilleux. On a l'impression que ça résonne et on a l'impression qu'il y a 2 instruments alors qu'il n'y en a qu'un seul. Ah oui, c'est la magie justement de cette mélodie double. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir fait entrer dans ton monde, fait d'engagement et de musique. Quant à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission ainsi que les émissions précédentes sur lespionniers.tv et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les chaînes. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci encore Martin. Merci beaucoup. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.